Donc aujourd'hui, j'ai un grand plaisir de recevoir Christophe Noyer. Alors peut-être que certaines et certains le connaissent déjà bien parce que Christophe intervient à l'école. Mais Christophe, c'est aussi un géographe, un sociologue qui intervient sur différents champs d'expertise et qui a beaucoup travaillé, qui continue à beaucoup travailler sur le renouvellement urbain. Donc, en termes de format, pour que les choses soient confortables, ce que je vous propose, c'est qu'on enlève évidemment caméra et micro pour permettre une qualité de flux. Si vous avez des questions à poser, le chat est là, vous pouvez évidemment écrire au fur et à mesure. On laissera dérouler l'exposé de Christophe et puis après, on se réserve entre 15 et 20 minutes de questions. Si on n'est pas trop nombreux et si ça marche pas mal, Internet, c'est toujours un peu la technique qui nous guide aussi. On pourra rouvrir ses micros et poser les questions de vive voix à Christophe qui nous répondra. Voilà. J'espère que vous allez toutes et tous bien et je laisse maintenant la parole à Christophe. Merci Chantal. Bonjour à tous. Donc, le thème de l'intervention du jour, mixité sociale. Donc, thème un peu vaste. Alors, simplement pour préciser, Chantal disait géographe, sociologue, ça c'est ma formation. J'interviens dans un bureau d'études, donc ça oriente aussi sur le côté, on va dire, plutôt opérationnel en plus de mes actions de formation. Mais je continue néanmoins à avoir dans la recherche, notamment avec des projets de recherche menés avec Christine Lelévrier. Ceux d'entre vous qui suivent les questions autour de mixité de rénovation, vous avez sans doute entendu parler d'elle. Alors, je vais passer peut-être très vite sur la définition, mais c'est pour qu'on soit bien tous d'accord sur ce dont on parle. Mixité, bon, quand on dit mixité, c'est qu'on renvoie à quelque chose qui est de nature diverse, mixité des sexes par exemple, mixité sociale qui désigne la présence simultanée ou la cohabitation de personnes relevant de catégories socio-professionnelles, vous voyez que je n'ose pas utiliser le terme de classe sociale, en un même endroit avec des diversités de cultures, de nationalités, etc. Alors, en termes d'analyse et de termes qui permettraient de mieux comprendre, au fond, on pourrait reconnaître que la mixité sociale, c'est l'inverse de la ségrégation sociale, aussi bien en termes de résultats, c'est-à-dire quand on constate un défaut de mixité ou une situation de ségrégation sociale, mais aussi en termes de dynamique, ce qui est aussi peut-être une ambiguïté de terme, c'est qu'il renvoie à la fois à une situation donnée, un état, et aussi à une dynamique, à un processus. Donc, c'est peut-être ça qui rend aussi sa définition un peu complexe. Alors, c'est un terme récent. Dans le monde professionnel, on l'utilise depuis les années 80, mais il est rentré dans le registre de l'action publique en tant que tel, c'est-à-dire que dans les textes réglementaires et légaux, on commence à voir apparaître le texte de mixité dans les années 90. Pour autant, c'est une très, très vieille notion des politiques publiques. Alors, sous forme de boutade, je vous ai remis là, alors là, on remonte très loin dans le temps, c'est une correspondance de 1604 entre François Miron, qui est prévôt, et Henri IV, donc le roi. Il est question ici dans cette lettre d'aménagement qui sont menés dans la ville de Paris, et vous voyez que le troisième paragraphe, celui que j'ai mis en gras, allusion à quelque chose dont on pourrait se dire c'est peut-être déjà une question de mixité, puisqu'il est question de dire qu'il ne faut pas que les petits soient d'un côté et les gros et dodus de l'autre, sous-entendu les pauvres d'un côté et les riches de l'autre. Cette lettre, elle est très intéressante à la fois parce qu'elle montre ce côté important de la présence, la coprésence de personnes relevant de catégories différentes. Mais la conclusion du paragraphe est aussi très intéressante parce qu'elle offre l'explication de pourquoi ne faut-il pas qu'il y ait cette séparation. Eh bien, c'est une question de sécurité publique. Dans cette idée d'un espace ségrégé, l'espace des pauvres, dont on sous-entend, et c'est encore aujourd'hui le cas, qu'il est majoritaire par rapport aux nantis,
devient dangereux et pourrait présenter un risque pour la tranquillité publique. On y reviendra tout à l'heure, mais au fond, c'est quelque chose qui reste assez prégnant dans les objectifs de la politique liée à la mixité. Alors, à partir de là, on va avoir tout un tas de débats qui ponctuent l'échafaudage de notre architecture républicaine autour de cette question qui est très importante. Dès la période révolutionnaire, on se pose la question de est-ce qu'on laisse faire, au fond, la séparation, disons, naturelle ou mécanique de différentes populations, auquel cas on irait plutôt sur une logique de communauté qui cohabitent, mais qui vivent d'abord dans un espace de communauté, ou bien est-ce qu'on est dans une autre logique? C'est cette autre logique qui en France va être choisie, qui est celle de la communauté nationale. C'est-à-dire l'idée, c'est qu'on n'est pas un assemblage de communautés, mais on est une communauté nationale. Ça aussi, ça paraît un débat, là on fait référence à une époque ancienne, mais au fond, c'est un débat dont je pense que vous mesurez tous les uns et les autres qu'il est encore extrêmement vivace dans notre débat public, la question de quelle place doit-on ou peut-on laisser aux communautés et en quoi les communautés seraient une menace pour la communauté nationale, donc la nation telle qu'elle a été déterminée au moment de la Révolution française. Et à la suite de cette réflexion, dès le 19e siècle, on va avoir tout un tas de mouvements, notamment les socialistes utopiques, puis ensuite d'autres générations, notamment d'urbanistes, dans lesquels la question de la mixité, au travers d'une ville ayant un ordre social et urbain juste, plus juste, va être prégnant. Et donc, on a une image vraiment archétypale de la mixité. Vous la connaissez tous, elle est pour partie un mythe, mais enfin, elle est très souvent une référence, c'est celle de l'immeuble haussmannien, avec ses étages supposés accueillir la vie sociale dans l'ensemble de l'éventail, de la très haute bourgeoisie jusqu'à les moins nantis, les plus pauvres, confinés sous les toits dans des galetas peu confortables. Alors, dès les années d'après-guerre, on va avoir l'émergence, on va dire du 19e siècle jusqu'aux années 60, on a un grand mouvement qui va se fonder autour de la mixité. Il est intéressant de noter que cette question, elle est beaucoup abordée à travers le logement social. C'est pour ça qu'il y a encore aujourd'hui un très fort lien entre la thématique de la mixité sociale et celle du logement social. Alors, je ne vais pas vous repasser le détail de tout ça, mais on a par exemple les premières HPM, donc premières formes publiques de logement social, qui renvoient à une question de peuplement, et notamment de questions de sélection économique, de morale des candidats. On est là encore dans le domaine de la salubrité, pris dans tous les sens du terme, à la fois hygiéniste, mais aussi cet ensemble qui va être très important. Deuxième grand acte, pour en citer quelques-uns les plus importants, la question des grands ensembles dans l'après-guerre, bon, pour des raisons que vous connaissez, pression démographique, croissance économique, flux migratoires, on est confronté à un besoin de logement très important et on va créer une forme d'habitat et de quartier spécifique qui vise à loger, à améliorer le logement de l'ensemble des habitants. Alors, je vous signale tout de suite, mais vous l'avez sans doute en tête, que le grand ensemble, ça veut bien dire la mixité. Le grand ensemble, ça veut dire c'est le grand quartier dans lequel tout le monde vit. À l'époque, on dit de l'ouvrier à l'ingénieur, etc. On peut se poser la question de est-ce que c'est advenu? Est-ce qu'on a réussi à faire ce grand ensemble? A priori, pas vraiment, et en tous les cas, dans très peu d'endroits, et dans tous les cas, ça n'a pas duré très longtemps. Mais en tous les cas, le projet est là. C'est-à-dire celui de créer un ensemble où la forme d'habitat est commune à l'ensemble
de la population, en opposition, bien entendu, à la fois à la ville traditionnelle, mais aussi aux quartiers populaires marqués par la pauvreté. Voilà. Et puis, assez vite, cette notion, elle va être liée à un principe, on va dire, de logique ségrégative, et j'y reviendrai plus particulièrement, puisque ma double formation géographe-sociologue m'amène à avoir peut-être un prisme ou un point de vue plus développé sur la question de la ségrégation spatiale, c'est-à-dire comment les inégalités sociales finissent par se traduire dans l'espace. Alors, au-delà de cette rapide introduction historique, qui était surtout faite pour rappeler le caractère à la fois ancien et encore d'une certaine manière actif de cette notion, au fond, peut-être que c'est au travers de toutes les controverses qu'elle porte qu'on va mieux comprendre quels sont les points, les sujets qui se posent autour de cette question de la mixité. Alors, j'ai noté en gros cinq grands sujets de controverse autour de la question de la mixité que je vous propose de balayer. D'ailleurs, ce n'est pas 5, c'est 4. Alors, première critique, donc l'idée, c'est quand même qu'à chaque fois qu'on parle de mixité, on a d'une certaine manière les défenseurs de la mixité et de l'autre côté, les critiques. Grosso modo, même si on devrait sans doute nuancer cet avis, les tenants de la mixité, ceux qui défendent la mixité, sont plutôt dans le domaine professionnel et aussi le domaine des élus, le domaine politique. Ceux qui portent la critique sont plutôt du domaine académique, plutôt de l'univers. Donc c'est une confrontation entre une vision plus analytique, plus intellectuelle, et une notion plus opérationnelle. Bon, reste à savoir quels sont les débats qui se posent. Alors, le premier point de critique, c'est que c'est une notion difficile à définir, qui est vague, dont on est resté longtemps sur une définition très précise. Et il est vrai que pendant longtemps, on a pratiqué le terme de mixité sociale sans mettre en face ce que l'on attendait de cette mixité sociale, quelle était au fond la caractéristique ou les indicateurs de la mixité sociale. Il me semble pour ma part que depuis la réforme de la politique de la ville de 2014 et la création des nouveaux quartiers prioritaires, on n'a pas édifié officiellement une définition, mais en tous les cas, on a mis en œuvre une méthode de définition des quartiers qui laisse entendre, par le critère qu'elle utilise, à savoir celui de la pauvreté, que ce que l'on souhaite combattre, c'est la concentration en un lieu donné de populations ayant de faibles revenus, de faibles ressources. Bon. On est donc là dans le domaine plutôt des revenus, des ressources, et pas forcément d'ailleurs des catégories sociales. Et j'attire votre attention sur le fait que jusqu'alors, jusqu'en 2014, les logiques d'indicateurs qui avaient été mobilisées notamment pour définir les us et avant cela d'autres générations de quartiers prioritaires, c'était plutôt appuyé sur des indicateurs par des ouvriers, par des employés. On est là sur quelque chose de différent et qui peut-être a un sens dans l'objectif que s'assigne cette politique publique. Deuxième critique, elle porte sur les ambiguïtés et des objectifs de l'action. Alors, il y en a un que l'on connaît bien dans le domaine opérationnel, c'est qu'on voit bien que quand on discute de la mixité sociale, on discute souvent, à mots couverts, de mixité ethnique. Que les deux finissent par se recouvrir pour partie. Il y a un moment où on ne sait plus très bien, au fond, si on est en train de rechercher une mixité sociale ou si on est en train de rechercher une mixité ethnique. Et de très nombreux acteurs montrent que le défaut de mixité ethnique, ou disons la spécialisation de certains territoires dans l'accueil de populations issues de l'immigration, pas que directement de l'immigration, première, deuxième, troisième génération, sont un frein à la mixité sociale. Bon, donc il y a d'évidence un lien
entre ces deux termes qui n'est pas très explicité et qui n'est pas en tous les cas très assumé. Ça n'a pas toujours été le cas. Je vous ai remis ici un extrait du rapport du Bedou, donc un rapport, on va dire, fondateur de la politique de la ville au tout début des années 80. Vous voyez que là, il est bien question de mixité ethnique et que ce que l'on souhaite préserver dans les quartiers, c'est une certaine diversité d'origine, autrement dit, des personnes originaires du sol, enfin, je ne sais plus quel terme on peut utiliser pour qualifier cette population, disons autochtone, et des populations venant de l'extérieur, issues de l'immigration. On est aujourd'hui sur des modalités tout à fait différentes. Et donc, ça souligne bien au fond que derrière ce principe de mixité sociale, les objectifs ont été fluctuants et les enjeux du coup portés sont probablement aussi même différents. Troisième point de discorde ou de controverse autour de cette question, c'est qu'on n'a pas véritablement de démonstration au sens académique du terme sur le fait qu'il y aurait des effets où on pourrait attendre des effets positifs de l'absence de mixité ou au contraire de la situation de mixité. De nombreuses études ont été faites sur le sujet, mais au fond, elles sont a priori assez contradictoires. Et donc, on a certaines études qui montrent que oui, la question de la mixité sociale permet plus de relations entre les habitants et d'autres démontrent à l'inverse que ce n'est pas le cas. Il y a un texte tout à fait important autour de cette question, c'est celui de Chambon-Rébon, le maire, donc le texte très connu dont le titre est Proximité spatiale et distance sociale, dont un des fondements, une des questions particulières qui est évoquée dans ce texte, c'est de montrer que la coprésence, le fait de partager un espace avec des catégories différentes ne vous amène pas à vivre avec ces populations. On peut vivre côte à côte tout en étant parfaitement séparés. Alors, c'est un terme qui, je pense, reste encore assez valide du point de vue sociologique. Il est regrettable toutefois qu'on utilise aujourd'hui ce texte de manière systématique pour critiquer et mettre de côté la mixité sociale. Pour ceux d'entre vous qui l'ont lu il y a longtemps ou qui ne l'ont jamais lu, je vous invite à le lire, car ce texte est très intéressant et, à mon avis, sa relecture contemporaine amènerait non pas à dire il ne faut pas faire de la mixité sociale, mais au contraire, il faut faire de la mixité sociale. Alors que vous le savez sans doute, ce texte il est issu, utilisé systématiquement, pour un certain nombre de travaux d'étudiants, je le constate, quand on veut dire quelque chose contre la mixité, on sait qu'à un moment, on cite Chambon-Rébon le maire. Bon, combien de ces étudiants ont réellement lu ce texte, je l'ignore, mais en tous les cas, d'évidence, ils n'ont pas saisi tous les aspects qui peuvent être importants dans la démonstration faite par ces deux sociologues, et j'y reviendrai tout à l'heure sur ce que l'on peut dire aujourd'hui de cette nouvelle situation. Alors, donc je vous ai mis un extrait du texte là qui me paraît intéressant. On ne va pas rentrer dans le détail, mais c'est la conclusion de ce texte, donc le fameux texte Chambon-Rébon le maire. Les mécanismes de constitution de la population des grands ensembles n'ont donc pas seulement pour fonction de modifier la sociabilité, c'est-à-dire ça ne sert pas simplement à faire que les gens vivent ensemble, mais ils lui reconnaissent une fonction de diversification sociale et de rupture des solidarités de classe. Pourquoi ce terme il est très important? Parce que ce texte fondateur de la critique de la mixité sociale, il a été fait à un moment où la recherche est très orienté, très traversé par des mouvements, y compris, alors, bien sûr, des mouvements intellectuels, mais aussi des mouvements idéologiques, notamment sociologie marxiste, géographie marxiste, etc. Et qu'il est considéré ici que combattre la mixité sociale, c'est au fond
rendre invisible la lutte des classes, les inégalités sociales et, au fond, que c'est tenter de faire disparaître la scène qui rend visible cette situation. Un élément là aussi très important et sur lequel on pourra éventuellement revenir tout à l'heure. Enfin, dernier élément critique lié au précédent, c'est qu'on n'a pas d'effet probant des politiques menées au titre de la mixité, c'est-à-dire qu'au fond, on ne sait pas si ça produit des effets positifs ou des effets négatifs ou pas d'effet du tout. Pour quelle raison? Parce qu'il faut, pour être tout à fait honnête, les politiques qui sont menées au titre de la diversité sociale et de la mixité sociale ont des résultats, on va dire, timides. Voilà, on n'est pas encore parvenu à réellement passer du domaine de l'intention au domaine du résultat, c'est-à-dire de faire en sorte que des quartiers reviennent dans une situation de plus grande mixité. L'une de ces politiques menées au titre de la mixité sociale, c'est évidemment la rénovation urbaine. À peu près tout l'objectif de la rénovation urbaine tourne autour de la mixité sociale. C'est vraiment son point de vue de départ, même si après, elle se traduit par des outils qui vont être mis en œuvre qui sont différents, notamment un volet habitat très consistant, mais aussi développement économique, aussi requalification des espaces. Mais la question, c'est bien de bouger, faire évoluer les mobilités résidentielles afin de sortir du processus de ségrégation, donc de revenir supposément à un état de mixité. Si vous regardez les trois grands volets de la rénovation urbaine, la démolition et le relogement, la reconstitution de l'offre, la diversification, les trois sont conçus dans cette logique-là. S'agissant des relogements, il y a une injonction au relogement hors site. On souhaite que le maximum de ménages soient relogés en dehors des quartiers, principalement pour favoriser évidemment la mixité. La reconstitution de l'offre, alors on a eu un changement entre le premier et le deuxième programme, mais peut-être plus encore dans le deuxième programme avec le principe d'une reconstitution faite en très grande majorité en dehors des quartiers. On est dans la logique redéploiement du parc social pour viser la mixité. Et la diversification, ben, n'en parlons pas, on le sait tous, la diversification, son objet, c'est attirer une population, alors pas forcément extérieure au quartier, mais en tous les cas représentant, on va dire, la partie la plus solvable des habitants du quartier. Sur ces trois éléments, force est de constater qu'on a eu beaucoup de mal à intervenir. Alors, moi, il y a une phrase que j'entends très souvent dans les discussions, notamment autour de la mixité, de l'objectif de diversification. C'est à un moment ou un autre, quelqu'un va dire la mixité, ça ne se décrète pas. Certes, la mixité, ça ne se décrète pas, mais j'attire l'attention de tous sur le fait que la plupart des politiques publiques ont pour objet de modifier des choses qui ne se décrètent pas par nature, c'est-à-dire qu'elles se produisent lorsqu'on est dans la logique et que précisément, l'objet des politiques publiques, c'est d'infléchir ces tendances. Donc, il n'y a rien d'étonnant à constater que la mixité ne se décrète pas, parce que si elle ne se décrétait pas, elle se ferait toute seule et donc il n'y aurait pas besoin d'une politique publique. Donc, partant de là, ce qui est intéressant derrière cette remarque de la mixité, ça ne se décrète pas, c'est que pour atteindre l'état de mixité, il va falloir modifier des dynamiques qui se produisent de manière mécanique et qui tendent à trier les populations dans l'espace et que pour ce faire, il va falloir modifier le comportement des individus, des ménages, modifier les mobilités résidentielles. Et que, évidemment, ça n'est pas simple du tout que de se proposer de modifier ce qui fait, au fond, le fondement du choix résidentiel des ménages. Alors, du point de vue de la mixité, je vais passer très vite, vous le savez sans doute pour beaucoup d'entre vous mieux que moi, les résultats obtenus par la rénovation urbaine, en tous les cas par le premier programme, sont des plus mitigés. On a démoli évidemment les quartiers, ça, vous le savez, avec un objectif de mixité.
au travers de ces graphiques-là que vous avez à l'écran, vous voyez, c'est une étude d'économétrie qui a été faite par Nina Guillon de Sciences Po. La comparaison de 3 situations, donc c'est une étude d'économétrie, donc de comparaison. On a la population de l'individu type, c'est l'ASUS, à l'époque on ne parlait pas des QPV, donc c'est les US types, c'est-à-dire que s'est-il passé du point de vue de la concentration des ménages pauvres dans les US. Donc ça c'est la référence, sous-entendu les US dans laquelle on n'a pas fait de rénovation urbaine, et on les compare à 2 autres populations, d'une part l'ensemble des quartiers ayant fait l'objet d'une rénovation urbaine, c'est le graphique du milieu, et le graphique de la rénovation urbaine, toujours donc des us qui ont fait l'objet de rénovation urbaine, mais qui se caractérisent par le fait qu'on a beaucoup démoli. Les 2 courbes représentent les ménages à faibles ressources, en rouge le premier décile, en vert le deuxième décile, donc en 20% des ménages les plus pauvres. Si on prend la population témoin, on voit qu'il y a une légère tendance à la poursuite du processus de concentration de ménages pauvres dans les us. Même topo dans les quartiers de la rénovation urbaine, dont on pourrait d'ailleurs montrer que ces graphiques montrent qu'on s'est attaché par la rénovation urbaine en priorité à traiter des quartiers plus pauvres que la moyenne des us, puisque vous voyez que les niveaux des courbes sont supérieurs dans ces 2 populations. Donc, dans l'ensemble des quartiers, pas de changement probant, c'est-à-dire on est sur une ligne qui est à peu près similaire à celle du groupe témoin. En revanche, dans les quartiers de la rénovation urbaine qui ont connu des démolitions importantes, on a un début d'inflexion avec une baisse de la part des ménages les plus modestes et une forme de stabilisation pour le deuxième décile. Donc, baisse premier décile et stabilité du deuxième décile. Alors, j'attire votre attention sur le fait que ce n'est pas des évolutions quantitativement très importantes, hein. C'est vraiment des frémissements. Ce qui est important là, ce n'est pas tant l'intensité de l'évolution que l'inversion de tendance. C'est-à-dire que, alors qu'on était, et ce sans doute depuis des décennies, dans une logique de concentration de ménages pauvres qui s'accentuait dans ces quartiers, dans les quartiers dans lesquels on a le plus démoli, on a un début d'inversion. Qui tenterait à, au fond, accréditer la doctrine de l'ANRU. Vous savez que l'ANRU pousse beaucoup, peut-être un peu moins maintenant, mais en tous les cas, à une époque de façon très, très nette, à des démolitions. On a très souvent, y compris dans les discussions dites clauses de revoyure, c'est-à-dire dans un second temps du projet, le souhait de l'ANRU, institution un peu polymorphe, des SH, État, Action Logement, à la volonté de faire plus de démolitions. C'est pour partie lié à ce constat. C'est-à-dire c'est dans les quartiers dans lesquels on fait plus de démolitions qu'on a un effet plus marqué. Et puis, deuxième manière d'aborder les choses, ce que disent les habitants de la rénovation urbaine et de ses effets. Alors, premier graphique, c'est la part des habitants satisfaits, c'est-à-dire satisfaits de vivre dans le quartier dans lequel ils vivent. En rouge, vous avez les habitants des communes ayant des quartiers en rénovation urbaine, et en bleu, les habitants des quartiers eux-mêmes, c'est-à-dire des quartiers en rénovation urbaine. Comme vous voyez, ça s'est amélioré, c'est-à-dire qu'on reste loin du niveau moyen de la population, mais quand même, il y a plus de gens dans les quartiers qui sont satisfaits de vivre dans les quartiers. Donc ça, c'est un élément plutôt positif. Le second graphique montre un autre élément qui est également extrêmement positif, c'est la très forte progression de la part des habitants du quartier qui envisagent une évolution positive de leur quartier, c'est-à-dire de la vie au sein du quartier. C'est-à-dire qu'ils ressentent une amélioration au point de ne plus être d'ailleurs très très loin des habitants des autres quartiers de ces mêmes quartiers. Alors, pourquoi c'est intéressant de le signaler? Parce qu'au fond, il me semble que dans la rénovation urbaine, en tous les cas dans sa doctrine initiale, il y a un impensé, c'est-à-dire qu'on raisonne sur la question de la mixité, mais on raisonne peu, voire pas, sur la question du cadre de vie des habitants eux-mêmes. C'est un sujet qui est revenu, notamment parce qu'il a été porté par les collectivités,
mais de dire on ne peut pas être simplement sur un objectif d'accueil de ménages venus de l'extérieur au titre pour faire bouger l'éventail social, mais on doit améliorer le cadre de vie des habitants présents. Et au fond, ce graphique montre qu'on est sur des résultats extrêmement mitigés, voire très peu de résultats sur l'axe de la mixité. En revanche, on a peut-être plus de résultats en termes d'amélioration du cadre de vie et de la vie que les habitants peuvent sur leur carte. Alors, si on fait un peu le bilan qui est pour, qui est contre de la mixité, j'ai ce tableau que j'essaie de mettre à jour au fur et à mesure de la sortie des différentes études, même si j'ai un peu de retard dans la lecture. Bon, les publications les plus récentes, je les ai lues, mais n'ont pas encore synthétisé. On peut dire qu'au fond, on a deux grandes lignes. Qu'est-ce qui fait qu'on va être en défaveur de la mixité sociale? On a plusieurs grands axes de réflexion. Il y en a deux qui sont historiques. Ceux d'entre vous qui ont étudié ou connu des approches de la sociologie, notamment américaine, les connaissent. C'est notamment les travaux de l'école de Chicago, qui a démontré le rôle, alors dans le contexte américain, qui a démontré le rôle de quartier ressources, c'est-à-dire que le ghetto, puisqu'on est dans la logique américaine, c'est-à-dire le quartier spécialisé dans l'accueil d'une population, non pas venant d'origines diverses, mais d'une origine extérieure, mais unique, est un lieu de ressources. C'est un lieu où on apprend la langue, c'est un lieu où on s'intègre. Au fond, c'est une sorte de sas, et j'utilise volontairement ce mot puisqu'il est dans notre vocabulaire, dans notre discussion en France sur la question de à quoi sert la rénovation urbaine et pourquoi la mixité sociale. Les tenants de cette école vont plutôt défendre l'idée que ces quartiers sont un sas et donc on y passe et on en sort et que ce passage est une forme d'apprentissage qui prévient l'intégration dans la société sociale plus globale. Deuxième axe de critique, je n'y reviens pas parce qu'au fond, je ne sais même pas dans quelle colonne le classer. C'est l'article que j'évoquais tout à l'heure de Chambon et Donner. Et puis, on a deux axes de critiques plus récentes et pour partie inspirées d'ailleurs de ces critiques historiques. La première, c'est sur le fait qu'en état de pauvreté, dans une situation de pauvreté, en fait, on va être dans une logique de compensation, que les réseaux familiaux, réseaux d'entraide sont une forme de compensation à cet état de pauvreté. Et que le fait d'être dans un quartier dans lequel vous allez pouvoir mobiliser plus facilement ces réseaux familiaux et d'entraide, ces réseaux peuvent être menacés, voire détruits par les politiques de mixité qui visent à disperser les populations et donc à, alors si ce n'est distendre les liens, en tous les cas, accroître les distances. Et comme on sait qu'une partie de ces relations sont des relations assez informelles, peu approfondies, elles tiennent pour beaucoup à la proximité. Donc effectivement, il y a un risque de les casser en dépassant et en disant à la mixité au travers des différentes politiques que j'évoquais tout à l'heure. Et puis, dernier élément critique, c'est qu'on constate, ça a été très souvent le cas dans ce qu'on appelle les politiques de peuplement, qu'au fond, on risque de prendre des critères pour limiter l'arrivée de telle ou telle population dans certains quartiers et qu'au fond, on va mettre en place une politique discriminante. C'est-à-dire que, et je pense que les politiques de peuplement donnent un assez bon exemple de cela, c'est-à-dire qu'on arrive assez bien à déterminer sur un territoire, il faut ralentir l'arrivée de tel ménage, de tel type de ménage, de tel type de ressources, etc. Donc, de fait, on est sur une politique discriminante et on peine à trouver ce qui validerait cette politique, c'est-à-dire où accueillir ces ménages qu'on ne veut plus accueillir à tel endroit. Et c'est là où on pêche un peu,
même si les dernières lois tentent de proposer des évolutions. Donc ça, c'est, on va dire, les arguments en défaveur de la mixité sociale. En faveur de la mixité sociale, en fait, on peut résumer l'ensemble des exemples que je vous ai mis là autour d'un débat, qui est un débat qui traverse encore le monde de la recherche, autour de la question de ce qu'on appelle un effet quartier. Au fond, qu'est-ce que c'est un effet quartier? C'est dire qu'on sait qu'une certaine situation sociale va entraîner une forme de discrimination, par exemple dans l'accès aux études, dans l'accès à l'emploi, etc. Et que l'idée de l'effet quartier, c'est que ces effets discriminants sociaux vont être renforcés par leur caractère territorial. Autrement dit, quand on est pauvre tout court, on va être pénalisé, ou en particulier les enfants risquent d'être pénalisés, mais cette pénalisation, elle va être amplifiée par le fait de vivre dans un quartier pauvre. Donc, être pauvre dans un quartier pauvre serait dire qu'être pauvre, de très nombreuses études prouvent l'existence de ces effets sur l'accès au logement, donc la mobilité résidentielle, sur l'accès à l'emploi de manière générale, et aussi sur d'autres aspects plus spécifiques, le processus de communautarisation, par exemple. Vous voyez que le débat n'est toujours pas tranché, donc reste à se poser la question, mais au fond, pourquoi le fait-on alors? Je vous ai remis ici le serpent de mer des politiques de mixité. Bon, je ne vais pas revenir dans le détail, mais au fond, depuis les années 80, on voit qu'on est sans arrêt en train de remettre cette question au goût du jour, avec au fond deux aspects principaux, et on pourrait dire en gros illustrés par SRU d'un côté, ANRU de l'autre. Et personnellement, je n'ai jamais trop compris comment on pouvait être à la fois pour la SRU et contre la rénovation urbaine, parce que pour moi, c'est exactement la même politique. D'un côté, on essaye de développer du parc social, c'est-à-dire celui qui accueille de plus en plus de ménages à faibles ressources dans tous les territoires. Et de l'autre, on essaye de déconcentrer cette offre de logements sociaux dans les territoires qui sont caractérisés par une forte concentration. Donc, au fond, c'est le même objectif qui est visé, sauf qu'il y a d'un côté une politique de développement et de l'autre une politique de redéploiement. Mais au fond, c'est le même sujet. Avec la réémergence de manière régulière de politiques de peuplement, c'est-à-dire qu'on oscille entre agir uniquement sur la répartition des logements et attendre de cette répartition de logements une plus grande mixité sociale, et ou avoir en même temps une action sur le parc social et les attributions dans le parc social. Et on voit revenir, et là nous sommes dans une période de réactivation très forte de ces politiques de peuplement. Alors, autour de cette question-là, au fond, pour conclure, on peut se dire, c'est quoi les enjeux au fond? Comment ça se fait qu'une politique aussi ancrée dans l'histoire de l'émergence des politiques publiques et même de la constitution même de la nation et la République peut encore faire à ce point débat? Et pourquoi le monde des acteurs semble quand même si les difficultés sont importantes, plutôt plébisciter cet objectif de mixité? Je pense que peut-être plus que d'autres, les acteurs de terrain et les élus sont confrontés au constat que les polarisations sociales s'accentuent. Donc, au fond, les processus de ségrégation continuent à œuvrer dans les territoires et ça pose beaucoup de... Deuxième élément qui est assez peu évoqué, bien que... Alors, assez souvent par des élus, mais peu évoqué dans les solutions des politiques publiques, c'est que à la pauvreté d'un territoire, de la population d'un territoire, va correspondre aussi la pauvreté d'un territoire tout court. C'est-à-dire que les territoires les plus pauvres sont très souvent, pas toujours, parce que certains bénéficient d'activités économiques qui leur rapportent des ressources fiscales, mais très souvent, la concentration de ménages pauvres dans un territoire donné suscite des besoins supplémentaires, puisque la population étant modeste, il y a plus de besoins sociaux, et en même temps, le territoire a moins de moyens, puisqu'il a, en raison même de cette population, moins de recettes fiscales.
Et donc ça, c'est un sujet qui est important, mais assez peu couvert par les politiques publiques, puisque les systèmes de péréquation restent assez peu nombreux. Et puis, enfin, acteurs de terrain élus sont confrontés au fait que quel lien peut-on faire et comment peut-on l'expliquer? Ça, on ne sait pas trop, mais en tous les cas, il est clair que dans ces quartiers caractérisés par un défaut de mixité sociale, un certain nombre de dysfonctionnements sont constatés et s'ajoutent aux difficultés sociales de la population. Trafic, tranquillité publique, dégradation, etc., etc. Alors, pourquoi il me semble qu'au fond, ces principes de mixité il reste, à mon sens, important, même si on peut entendre les critiques qui sont faites, principalement pour deux raisons. La première, je vais pouvoir passer très vite dessus. Elle est à la fois évidente à dire et difficile à dépasser. Au fond, ce qu'on constate, vous l'avez sur le graphique en bas à droite, le parc social accueille de plus en plus de ménages à faibles ressources. À l'origine, il n'était pas fait pour ça. C'était un parc plutôt destiné aux salariés, donc des gens ayant un travail. Et puis, à la suite d'un certain nombre d'évolutions, crise économique, fragilisation, il s'est retrouvé investi de nouvelles fonctions, à savoir, ce qu'on appelle d'ailleurs aujourd'hui dans le langage des politiques, le droit au logement, dans la fonction de devoir accueillir de plus en plus de ménages modestes. Donc, en gros, on est parti de 10% des occupants du parc social ayant des revenus modestes à la moitié aujourd'hui. Ceci, c'est pas sur une petite période, du milieu des années 70 à aujourd'hui. Ce qui veut dire, et c'est là où l'élément urbanistique est important, c'est que quand on a construit, je vous l'évoquais tout à l'heure, les grands ensembles, les logements sociaux dans les années 60-70, on l'a fait avec l'idée que ces quartiers allaient être mixtes socialement, l'idée du grand ensemble, ce qui n'est pas arrivé, ou en tous les cas n'a pas perduré dans le temps, ce qui fait qu'aujourd'hui, un quartier avec un fort taux de logement social sera par définition ou mécaniquement un quartier où se concentrent des ménages pauvres. Et donc, il y a une sorte de contradiction entre l'objectif initial en termes de type de population accueillie du parc social et la réalité actuelle et la manière qu'on a eu de construire ce parc social, c'est-à-dire de façon très concentrée dans l'espace, avec des grands quartiers très, très dominés par le logement social, qui apparaissent aujourd'hui difficiles à gérer du point de vue à la fois urbain et social, en raison même de la nature changeante de la population qui occupe ce parc. Le deuxième élément qui me paraît important, et vous comprendrez qu'en tant que géographe, j'y accorde une importance plus particulière, il me semble, et c'est pour moi la principale justification de la mixité sociale, qu'on ne peut pas se satisfaire d'un système qui serait territorialement absolument ségrégatif. Vous savez qu'il y a une question autour de la métropole inclusive. D'ailleurs, la question qu'on se pose, ce n'est pas les métropoles sont-elles inclusives? On se pose, c'est à quelles conditions les métropoles pourraient être inclusives. C'est-à-dire qu'on part tous du principe qu'elles ne le sont pas. Vous avez là l'exemple de l'agglomération parisienne. On a d'autres types de processus dans des villes plus modestes, j'y viendrai juste après, mais où on constate qu'en gros, les villes les plus pauvres s'appauvrissent de plus en plus, les villes les plus riches s'enrichissent de plus en plus, et que donc l'écart entre les territoires ne cesse de croître. Il me semble qu'il y a là une bonne raison de vouloir se poser la question de la mixité. Je ne dis pas que c'est pour autant les bonnes recettes qu'on a mises aujourd'hui en œuvre, mais en tous les cas, la question reste valide. En métropole, je vous ai mis là des petits schémas qui résument un peu les tendances. On a un peu des mêmes processus, même s'ils se traduisent de façon différente. Dans des marchés tendus, on a cette question des fuites des classes moyennes vers les périphéries et de spécialisation du parc social. Dans les marchés plus détendus, on a à la fois la spécialisation du parc social et dans bien des villes, une perte d'attractivité des centres-villes historiques, avec de la vacance de logement, des
du parc indigne qui se redéveloppe et de nouveau des processus de ségrégation de populations pauvres, éventuellement issues de l'immigration. C'est-à-dire que mécaniquement, de toute manière, les espaces produisent de la ségrégation. Donc les tendances, les dynamiques socio-spatiales se traduisent par la ségrégation. La question est de savoir, est-ce qu'il est pertinent de vouloir contrarier ces évolutions? À mon sens, oui. Ce qui reste complètement ouvert, c'est la question de comment doit-on s'y prendre. Au fond, la solution qu'on a adoptée aujourd'hui, et c'est peut-être là qu'il y a le principal débat, c'est de modifier l'architecture du logement, l'offre de logement local pour atteindre un état de mixité. L'autre solution pourrait être de prendre acte de la situation de manque de diversité, de ségrégation dans certains quartiers, et de mettre en place des politiques qui compensent. Mais au fond, si on est tout à fait honnête, c'était l'objet de la politique de la ville. C'est-à-dire la politique de la ville, dans son démarrage, c'est bien compensons dans les quartiers qui concentrent les populations les plus modestes les moyens pour compenser le fait justement de cette architecture sociale spécialisée. Or, les constats, même si on devrait creuser cette idée, c'est qu'au fond, on n'a pas réussi à compenser réellement, puisque une des caractéristiques principales de la politique de la ville, c'est que mettre en place une politique dérogatoire se traduit toujours peu ou prou par un reflux des politiques de droit commun, et qu'au fond, on revient à l'état initial de départ. Alors, pour conclure, rappeler qu'au fond, ce qui est assez surprenant et peut-être ce qui rend difficile le fait de manipuler cette notion de mixité, c'est qu'elle a énormément varié dans le temps, au fond. On a rangé dans le tiroir mixité sociale des politiques qui avaient des objectifs très différents, qui peuvent se traduire d'une part par un axe plutôt social, développement social, politique de peuplement, éventuellement rénovation urbaine, ou des politiques de production de logement, des concentrations de l'offre, etc. Et donc, elle est assez polymorphe. Deuxième élément, les objectifs sont multiples et parfois peu explicites. C'est-à-dire qu'on comprend bien, bon, si on admet que l'objectif de la politique publique, c'est combattre la concentration des ménages pauvres, bon, admettons, on voit bien qu'il y a derrière d'autres sujets que cela. Les dysfonctionnements sociaux, on retrouve notre question sécuritaire, on voit bien qu'on fait un lien, d'ailleurs Christine Lévrier a bien montré que les grandes lois politiques de la ville sont toujours consécutives à des épisodes d'émeutes urbaines. En gros, la mixité revient sur le tapis parce qu'on a des problèmes d'émeutes urbaines et ou des actes terroristes, etc. Le lien entre l'un et l'autre étant peut-être un peu difficile parfois à comprendre. Au fond, il me semble que la question de la mixité sociale, elle se traduit surtout en termes de cohésion. C'est-à-dire, est-ce qu'on peut reconnaître que des espaces ou un espace trop ségrégé ne constitue pas la bonne environnement favorable à la cohésion sociale. C'est peut-être parce que je suis géographe, mais moi je considère que non. Je considère que l'homogénéité sociale accentuée ne favorise pas la cohésion sociale et au contraire favorise le séparatisme, et je ne fais pas allusion là à des questions cultuelles ou religieuses, hein, le séparatisme social, et je pense que ça s'applique aussi bien aux quartiers d'habitat social des grandes villes, l'habitat social qu'on évoque, que des grands secteurs de villes moyennes, de petites villes, villes rurales, dont certains utilisent le terme de France périphérique pour les qualifier. Voilà. Et donc, il s'agirait au fond plus d'un objectif qui vise la cohésion sociale que l'égalité des droits. Voilà, je suis à peu près, je crois, dans les temps, non, pas tout à fait, mais... C'est parfait, Christophe. Vraiment, merci beaucoup. Ce que je te propose peut-être pour qu'on se voit un peu mieux, d'arrêter le partage d'écran, puisqu'on va passer, si tu en es d'accord, à la séquence des questions. Oui. Voilà. Je n'ai pas vu de questions dans le chat, donc
ça va aider. Je vais poser une première question parce que d'abord, merci beaucoup pour ton intervention. Une très, très grande clarté. En tout cas, on disait qu'on allait au-delà des mots. Là, on voit bien que tu ne t'es pas réfugié derrière des mots valises. Bien au contraire, et tu montres toute la complexité du sujet. Moi, j'ai plusieurs remarques parce que ton intervention ouvre un certain nombre de sujets et de débats. Mais bon, d'abord, j'ai le sentiment, mais peut-être que je me trompe, mais comme l'école, on va dans d'autres villes européennes, que cette question-là, elle est très typiquement française. C'est-à-dire que même là, on revient de Séville. Hein, Séville est la ville d'Espagne où il y a les quartiers les plus pauvres. On va parler de gentrification, on va parler d'hypertourisme, mais on ne pose pas la question de la mixité. Alors, c'est vrai qu'il y a une vie sociale qui était d'abord une vie historique autour des paroisses, mais et du coup, quand on leur pose cette question-là, ils sont toujours un peu étonnés qu'on pose ça en ces termes. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, et tu l'as abordé, j'ai l'impression que, en fait, ça serait intéressant de penser la question de la mixité sociale en tant que process. Mais c'est un peu ce que tu dis à la fin. C'est-à-dire que, de toute façon, ce qui est naturel, c'est de vivre à côté de gens qui nous ressemblent. Et ça, ce n'est pas de la ville, c'est même pas du village d'ailleurs. C'est pas le mode de vie contemporain. Donc, il faut admettre aussi le frottement et voir comment on le régule. Donc, peut-être qu'il faut aussi travailler sur ça. Et je pense que quand on travaille sur ça, on a parlé beaucoup des enjeux de l'habitat autour de la mixité sociale. Et peut-être qu'on n'en parle pas assez des enjeux urbains autour de la mixité sociale. C'est-à-dire que tu as parlé de l'enjeu, par exemple, de la mobilité, qui me semble un enjeu vraiment essentiel et qui est vraiment là aussi un facteur de relégation. Enfin bref, j'ai encore plein d'autres questions, mais je m'arrête là. Donc, encore merci. Et sur ces deux points-là, c'est français et comment on aborde la question de la mixité dans le projet urbain, enfin au sens de ce qui définit la ville, comme tu le disais, en termes de métropole. Alors, c'est deux questions vastes, hein, mais sur la première, oui, effectivement, c'est un peu une spécificité française. En tous les cas, c'est une spécificité française d'utiliser le terme de mixité sociale. On a beaucoup d'autres politiques en Europe qui visent à déségréger. Mais en fait, eux, ils n'utilisent pas le terme mixité sociale, qui leur paraît assez douteux. À mon avis, il est douteux parce qu'il est très français, en fait. C'est pour ça que je faisais ce détour historique par la période révolutionnaire, c'est-à-dire qu'on ne peut pas comprendre ce qui est une forme d'obsession en France de cette mixité sociale si on n'a pas intégré qu'elle est constitutive de notre définition de la nation. C'est-à-dire, à partir du moment où on a considéré que la communauté en France, elle est unique, c'est la communauté de la nation. Du coup, ça met au cœur du sujet la question de la mixité sociale, qui est au fond l'activité de la communauté. Comme tu le disais en Espagne, mais c'est encore plus vrai peut-être dans l'Europe du Nord, les communautés ont un rôle, c'est-à-dire elles sont fondatrices de l'espace social commun. En France, on est dans le déni de ça. Et c'est une des difficultés que l'on a, c'est que, bon, je ne suis pas sûr qu'il y ait eu un moment de l'histoire où cette communauté nationale ait réellement existé au sens de la cohésion, mais toujours est-il qu'on continue de réfuter le principe de la communauté, ce qui nous pose d'énormes problèmes alors qu'on est un pays qui a été un pays d'immigration importante et que de fait, les communautés, au moins d'origine, existent. Donc, on est dans cette forme de contradiction de ne pas reconnaître et de mettre en place des politiques qui, au fond, nient une réalité. Donc, ça, c'est un élément important. Ceci dit, quand même, dans les pays d'Europe, il y a des politiques de déségrégation. Mais c'est-à-dire qu'eux le prennent dans l'autre sens. Ils n'hésitent pas d'ailleurs à utiliser, tu le disais, le terme de gentrification. D'ailleurs, ils ont des politiques de gentrification, c'est-à-dire de comment on fait pour attirer des ménages plus aisés dans tel ou tel territoire. Donc, ça existe néanmoins. Deuxième point qui est peut-être plus délicat, c'est l'enjeu de la mixité sociale. Oui, bien sûr, il me semble qu'on l'aborde de manière extrêmement réduite et un peu réductrice par le seul angle de la répartition résidentielle des populations et qu'on ne se pose pas suffisamment la question de la mobilité. Et je pourrais dire des mobilités. Mobilité sociale, mobilité scolaire, mobilité professionnelle et mobilité sociale.
pourquoi je dis ça? Parce que cette question, et c'est pour ça que pour moi, elle est vraiment au cœur du sujet, à une certaine époque, on va dire dans les années 60-70, l'appareil productif s'est énormément modifié et s'est tertiarisé et moyennisé, dans le sens où, en gros, on avait moins d'ouvriers et plus de travailleurs du tertiaire et notamment plus de cadres. Pour répondre à ce besoin des cadres, on a eu besoin de faire appel à une population qui n'était pas les descendants des cadres existants, mais les descendants des ouvriers, puisqu'on avait beaucoup plus de postes à pourvoir et donc il a fallu aller piocher dans les classes populaires ou les enfants des classes populaires. Ce qu'il faut bien avoir en tête aujourd'hui, c'est que d'abord, on a plus de cadres, donc par définition, beaucoup plus d'enfants de cadres, et que la progression des postes les plus valorisés dans l'appareil économique est beaucoup plus faible aujourd'hui qu'elle ne l'était il y a 30 ans. C'est ça, quand on dit l'ascenseur social en panne, c'est aussi ça. Donc, c'est une question de mobilité sociale. Bon, on a tout un débat en ce moment autour de l'école, mais il est clair qu'on ne peut pas se satisfaire d'une école qui reproduit les inégalités sociales, parce que dans ces cas-là, ça veut dire qu'on reproduit la situation dans laquelle on est, y compris en termes de quartier. Et la question que tu évoques, qui est à mon avis essentielle et très très mal abordée, ou très peu abordée, qui est la question de la mobilité tout court. C'est-à-dire, si la métropole n'est pas inclusive, faisons en sorte qu'on puisse s'y déplacer, que l'on ne soit pas assigné à résidence dans des secteurs et que toute la ville soit accessible à tous. Mais ça, c'est un point sur lequel on raisonne assez peu, au fond. Juste, pardon, je rajoute un petit point là sur les comparaisons internationales, parce qu'on a souvent opposé modèle français, modèle américain. Donc, en gros, le modèle français, où on intervenait sur des quartiers, le modèle américain sur lequel on intervient sur des populations. Je tiens simplement, pour que chacun ait bien ça en tête, à préciser qu'en France, on a un système d'aide sociale. Je ne veux pas dire qu'aux États-Unis, il n'existe pas, mais enfin, disons qu'il est un peu moins développé. Donc, on a un certain nombre d'aides pour perte d'emploi, santé, etc., qui font que cette question, au fond, du traitement social de la pauvreté, elle est déjà largement couverte par notre État-providence. C'est beaucoup moins le cas aux États-Unis, d'où la raison pour laquelle ils se sont d'abord focalisés sur ces aspects-là. Merci Christophe. Est-ce qu'il n'y a toujours pas de questions? Donc, est-ce qu'on dit au revoir à Christophe pour remercier ou est-ce que… Bon, si dans le chat, c'est que des grands merci pour la qualité de l'intervention. Donc, merci. Donc, encore merci. Donc, bon, je vous remercie beaucoup tous. Je disais, je ne sais pas si vous m'avez entendu, donc il y a un replay, vous pouvez l'écouter, le faire partager à vos collègues, à vos amis, bref, tous ceux pour qui cette question intéresse. Et je vous donne rendez-vous le 6 septembre, toujours au-delà des mots, sur un champ qui est quand même très, très lié aussi à ces enjeux de la question du vivre ensemble, qui est la question économie, qui est l'économie dans les quartiers avec Rose Mégard. Voilà, merci à vous. Il est 14h, la cloche sonne. Et très bel après-midi. Merci à tous. Au revoir. Bon après-midi à tous. Au revoir.